Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. Ce dimanche 27 août marquait le 3e jour de campagne pour les candidats aux élections partielles du 2 septembre 2023. À Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays, les futurs maires et présidents de conseils régionaux ont rencontré les populations. Partout, l'on parle de projets de développement, de construction des différentes localités. Nous irons au centre des Grands Brûlés au CHU de Cocody. C'est là que sont prises en charge les personnes victimes d'incendies, de brûlures et de lésions importantes. En moyenne, le centre des Grands Brûlés accueille tous les ans 1 millier de cas. Mais comment fonctionne ce centre? Les moyens sont-ils conséquents? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, au Zimbabwe, l'opposition conteste les résultats de l'élection présidentielle. Le président sortant Emmerson Mnangagwa est arrivé en tête de ces élections avec 52,6% des voix contre 44% pour son principal adversaire, le chef de l'opposition Nelson Chamisa. Pour ce dernier, ce sont des résultats assemblés à la hâte et sans véritable vérification. Il affirme avoir en sa possession les documents qui recensent les résultats par bureau de vote et dont les chiffres ne correspondent pas aux résultats additionnés. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Ce dimanche 27 août marquait le 3e jour de campagne pour ces élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Partout, les candidats essaient de séduire les Ivoiriens avec leurs différents projets. À Abidjan et dans les grandes villes du pays et les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire, la campagne s'est déroulée ce dimanche sans incident majeur. Par ailleurs, voyons en chiffres le nombre de candidats à ces élections partielles du 2 septembre 2023, les électeurs et l'important dispositif sécuritaire mis en place pour assurer le bon déroulement de ces élections couplées, des données et des statistiques qui illustrent le portrait de ces élections. C'est avec Sidonie Davila. Le 2 septembre prochain, des millions d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir leurs représentants au niveau municipal et régional. La liste électorale définitive enregistre 8 12 425 électeurs, avec 3 886 592 femmes, soit 48,48%, et 4 127 833, soit 51,52% d'hommes. Le nombre de candidats en compétition témoigne de l'intérêt que suscitent ces élections couplées. Les élections municipales rassemblent 750 listes de candidats, soit 30 419 candidats au total. Parmi eux, 10 352, soit 34,03% sont des femmes et 20 067, soit 65,97% sont des hommes. Pour les élections régionales, 93 listes de candidatures sont en lice, totalisant 5 247 candidats. Parmi eux, 1670, soit 31,83% sont des femmes et 3 577, soit 68,17% sont des hommes. Ces élections couplées se déroulent à travers 31 régions et 201 communes du pays. Pour ce faire, les citoyens auront accès à 10 761 lieux de vote pour 23 524 bureaux de vote. Au niveau du dispositif sécuritaire, un effectif de 34 400 agents sera mobilisé pour garantir le bon déroulement des élections, à savoir 14 000 policiers, 14 000 gendarmes, 4 718 militaires, 1282 forces mixtes et 24 postes de commandement. Zéro violence durant ces élections, un langage de paix et des pratiques citoyennes qui renforcent le jeu démocratique. 100 jeunes volontaires formés à ces notions feront le tour des gares routières, des marchés et des différents quartiers de la capitale du Béquet pour porter le message. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Soro Corona. 100 jeunes formés au langage et pratiques citoyennes seront sur le terrain en cette période électorale. Ces volontaires vont sillonner tous les quartiers de la ville du Boaké pour sensibiliser les populations à un scrutin zéro violence avant, pendant et après. Une initiative de la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Nous venons de former ces 100 jeunes en action pour la paix,
pour qu'ils soient des relais en termes de sensibilisation. La formation a consisté à leur donner des éléments de langage pour être plus actifs sur le terrain, pour que les messages passent. Cette activité bénéficie du soutien des autorités policières de la capitale du Bouaké. Nous, en tant que policiers, nous avons également rassuré la population, renforcé la paix qui est donc recherchée à Bouaké pour que cette paix-là soit une réalité. Cette action s'inscrit dans le cadre de la caravane de la paix initiée par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique sur l'ensemble du territoire. Les journalistes sont invités à mettre leurs plumes et leurs verbes au service de la paix en cette période électorale. Le Presse Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire s'est intéressé à la bonne gestion de l'information durant ces élections partielles. Les journalistes devront respecter scrupuleusement le code de l'éthique et de la déontologie. Serge Pakom-Didi, Angela Diallo. À l'occasion de son Presse Club, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a convié les journalistes et professionnels des médias pour échanger sur le bon traitement des informations pendant les élections. Au cours de son intervention, le président Jean-Claude Coulibaly a demandé aux hommes de médias de ne pas encourager les discours de haine et de division, mais plutôt d'exercer le métier, conformément au code de l'éthique et de la déontologie. On va entendre beaucoup de choses au cours de cette campagne, ça a déjà même commencé. Mais c'est à nous vraiment de savoir faire jouer ce qu'on appelle la clause de responsabilité dans l'exercice de notre métier. Nous avons un rendez-vous important devant l'histoire. Et nous n'avons pas le droit de nous manquer. Nous devons, au cours de cette période, pas nous comporter en pyromane, mais nous comporter comme véritablement des journalistes professionnels. Traduire les faits qui sont sacrés, peut-être apporter quelques commentaires, mais pas pour vraiment jeter de l'huile sur le feu. Actuellement où la campagne bat son plein, cela jusqu'au 2 septembre, cette rencontre vient à point nommé. Ce, pour appeler à un bon traitement de l'information dans les médias en cette période électorale. Et dans le reste de l'actualité, ce dimanche, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan était l'invité du 13h. Koné Braman et Herman Guivet ont évoqué de fond en comble la question des mariages célébrés hors des locaux de nos mairies. Que valent devant la loi ces unions? Sont-elles permises? Si oui, dans quel cas? Élément de réponse dans cet extrait de leurs échanges. La plupart des futurs époux ou bien même des maires ou adjoints au maire célèbrent des mariages en dehors du siège de la circonscription sans autorisation délivrée par M. le procureur de la République. Je voudrais rappeler aux futurs époux, tout comme aux maires et aux adjoints au maire qui célèbrent tous les jours les mariages dans leur circonscription, que le symbole de l'État se trouve dans la salle de mariage. Les insignes de l'État se trouvent dans la salle de mariage. Et la loi a institué le siège de la circonscription comme étant le lieu où le mariage doit être célébré. Il faut que chacun puisse se conformer à cette loi relative au mariage. C'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention de nos officiers de police judiciaire. Et ça tombe bien. La Côte d'Ivoire actuellement, nous sommes en pleine campagne pour les élections municipales. C'est d'attirer l'attention des maires que le procureur de la République, qui est le censeur en matière de l'état civil, est à leur disposition à tout instant à l'effet d'organiser des séances de formation, de renforcement des compétences pour éviter une situation désastreuse qui est la poursuite disciplinaire ou bien même la poursuite pénale ou voire même le mariage célébré annulé par le tribunal. Pour des raisons propres aux futurs époux qui veulent que le mariage soit délocalisé, il faut qu'ils adressent une requête au procureur de la République en la motivant, en se donnant tous les moyens pour pouvoir avoir une suite favorable. Si d'aventure le procureur de la République, qui a l'opportunité, le pouvoir discrétionnaire de donner la suite à cette requête, alors il doit la notifier au maire célébrant. Et la mention doit porter dans l'acte de mariage. Et cette autorisation doit être lue au début de la cérémonie de célébration du mariage. Donc, c'est pour leur dire qu'en tout état de cause, il est préférable de célébrer
le mariage au siège de la commune ou bien au siège de la circonscription, au risque de voir sa requête rejetée ou bien même voir le mariage célébré annulé et avec des poursuites pénales qui peuvent encourir. C'est bien entendu, monsieur le procureur de la République. Dans le chapitre de la santé, je vous amène à présent à une incursion au centre des Grands Brûlés logé au CHU de Cocody. C'est là que sont prises en charge les personnes victimes d'incendies, de brûlures et de lésions importantes. En moyenne, le centre des Grands Brûlés accueille tous les ans 1 millier de cas. Mais comment fonctionne ce centre? Les moyens sont-ils conséquents pour une efficacité dans le traitement des patients? En réponse à ces questions, dans cette immersion que nous propose Serge Coléa. Les images derrière les murs du centre des Grands Brûlés du CHU de Cocody sont parfois difficiles à supporter, mais elles témoignent de la réalité de cet hôpital spécialisé dans le traitement des personnes victimes de graves brûlures. J'ai mis riz au feu, gaz là, et puis je descends. Je dis elle a faim, donc je dis j'ai préparé, je donne du. Quand je m'avais pris quelque chose en bas là, elle a pris sa robe longue, elle a parti enlever, ça c'était fermeture là, c'est ça que gaz a pris son robe. Enfants, adolescents, jeunes ou adultes, chacun des pensionnaires a vécu un drame. Je suis tombé dans le feu. Maintenant, j'étais évanoui. Le docteur a dit que le feu a trop brûlé, qu'ils vont couper les pieds. Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, ils ont coupé. Et puis après, ils ont fait greffe. Ça, la feu n'est pas tout ça, c'est greffe. Donc, ils ont greffé ces pieds-là. Le traitement d'un grand brûlé est une tâche de longue haleine. La prise en charge peut s'avérer coûteuse. J'ai payé 200 000 ici. On a 8 jours de traitement, il faut sauver une vie. Donc on a autour de près de 500 000 francs de dépenses. Les médicaments coûtent excessivement cher. Un patient de près de 60 à 70 kilos qui est pris en charge pendant un mois peut dépenser près d'1 million, 1 à 1,5 million. On fait avec ce qu'on a, c'est que l'État nous donne. Il y a des moments où nous avons pas mal de médicaments, mais les brûlés sont nombreux. Pour les parents qui n'ont rien, on a un service social qui essaie d'aider, et en passant par les ONG qui achètent les médicaments pour certains patients. Une des difficultés du centre des Grands Brûlés, c'est le personnel insuffisant. On a besoin de plus d'infirmiers, mais les infirmiers qu'on affecte, ça en général, ils font tout pour ne pas venir. Ils utilisent tous les moyens pour ne pas venir. Et le travail est très lourd, ce qui fait qu'aucun infirmier ne veut vraiment venir ici. Je profite pour féliciter ceux qui sont là et qui acceptent de faire le travail. Le centre des Grands Brûlés se trouve régulièrement débordé. Il y a beaucoup de malades et ils sont un peu trop proches l'un de l'autre. Il aurait fallu peut-être que le centre soit un peu plus grand pour avoir un peu plus d'espace pour chaque malade et qui va réduire les infections. Parce que dans nos bilans, nous avons un taux d'occupation de plus de 100%. Il y a des périodes où même nous avons un taux d'occupation des lits à 140%, c'est-à-dire le service de réanimation qui reçoit normalement 6 lits peut aller jusqu'à 9-10 lits. Vous voyez, et donc ça veut dire que la capacité du centre commence à poser problème. Pour aider le personnel de santé et soutenir les malades, certaines organisations offrent des médicaments et sensibilisent. C'est le cas de l'association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire, dirigée par Rose de Souza. Mon fils a été brûlé, mon fils de 7 ans a été brûlé il y a 1 an de cela. Et c'est à partir de là que j'ai connu le centre des Grands Brûlés. Et j'ai découvert l'horreur aussi chez les patients ici. Parce que la difficulté, les médicaments coûtent extrêmement cher et il y a la négligence aussi des parents qui tuent vraiment les enfants. Parce que là où un enfant se brûle, là où un enfant tombe dans de l'eau chaude, il y a forcément une grande personne juste à côté. Suzanne a été hospitalisée au centre des Grands Brûlés à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz B6, communément appelée Fetou. Dès que ça a commencé, j'ai attrapé ça comme ça. En même temps, boum, il n'y a pas eu de temps. Et lui-même, il m'a projeté parce que cette bouteille. Aujourd'hui, Suzanne a créé une association pour inculquer les bonnes pratiques d'utilisation du gaz à la maison. Ces conférences publiques sont animées
par des spécialistes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs que nous faisons dans la cuisine. Lorsque une bouteille finit, au lieu d'éteindre les autres foyers avant de faire la manipulation, avant de faire le montage, on le fait sur place. Or, il y a déjà des foyers. Alors, le peu de gaz qui s'échappe enflamme la cuisine et ça provoque les dégâts. Il faut que l'endroit où on prépare soit aéré, ce ne soit pas trop fermé. Les bouteilles de gaz ne doivent pas transporter, coucher. Comme je connais d'autres, ils poussent le pied comme une bille de bois, ils roulent, arriver, la pression monte. Dès que tu arrives, on ne doit pas brancher directement. Il faut laisser au moins une heure et demie, la bouteille se reposer. À l'Office national de la protection civile, les experts en incendie font également des recommandations pour réduire les risques d'incendie domestique. Ce qui est conseillé pour la mise en marche, je vais de la bouteille, j'allume la boîte d'allumettes, je connecte et j'ouvre le bouton de la gazinière. Pour l'arrêt, j'arrête la bouteille, je ferme la bouteille. Il ne faut pas fermer la gazinière et venir fermer la bouteille de gaz. Quand vous fermez la gazinière par le bouton et que vous fermez, le gaz reste dans le tuyau de raccordement. Incendie domestique, feu de brousse, eau bouillante, il suffit d'une petite imprudence pour se retrouver au centre des grands brûlés du jour au lendemain. En Côte d'Ivoire, le centre des grands brûlés est la seule structure chargée d'administrer des soins aux personnes sévèrement brûlées. Il reçoit en moyenne 1000 patients par an. Des efforts sont déployés au quotidien, mais il en faut plus pour redonner des couleurs et surtout davantage de moyens techniques et opérationnels à ce centre pour une meilleure prise en charge des patients. Une immersion au centre des grands brûlés logés au CHU de Cocody, présentée par Serge Coléa. Le travail des enfants en Côte d'Ivoire a connu une régression ces dernières années, et cela grâce aux multiples efforts de l'État et ses partenaires pour aboutir à de meilleurs résultats dans la lutte contre ce fléau. À Soubré, un programme s'attaque aux causes profondes du travail des enfants dans la région de la Nawa. Les acteurs impliqués dans la lutte ont été formés au cours d'un atelier qui a duré 2 jours. Sur place, le reportage de Sam Conan. La Côte d'Ivoire a adopté et met en œuvre un plan d'action national 2019-2023 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'un des axes stratégiques de ce plan d'action national est le renforcement des capacités des acteurs nationaux, d'où cet atelier de Soubré, une localité réputée pour sa prévalence en matière de travail des enfants. Les membres du corps préfectoral, les policiers, les gendarmes, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux sont des acteurs clés dans le dispositif national de lutte contre le travail des enfants. Et au niveau du CNS, un accent particulier est mis sur la formation de ces acteurs afin de les outiller à pouvoir faire le travail sur le terrain. Qu'en est-il de la lutte contre le travail des enfants dans la région de la Nawa et partout en Côte d'Ivoire? Nous avons fait énormément de progrès et cela est reconnu à travers les dernières enquêtes qui ont montré que le chiffre des enfants travailleurs en Côte d'Ivoire, là où nous avons déployé nos actions, a considérablement baissé et que le taux de scolarisation également a augmenté de manière significative. En ce qui concerne notre région, spécifiquement la Nawa, beaucoup d'efforts ont été consentis, si bien que dans chaque département, nous avons déjà les comités départementaux qui ont été créés. Alors, s'agissant de leurs équipements ou de leurs dotations en moyens, le département des bio a été équipé, mais au niveau de Soubré, Méagui et Guéyo, ils n'ont pas encore reçu les moyens qu'il faut. Assurance a été donnée par le représentant du cabinet de la Première Dame quant à l'équipement progressif en matériel de tous les comités locaux de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, afin d'être plus opérationnels. Et puisque nous parlons des enfants, la rédaction a cherché à savoir ce qu'ils peuvent bien être en train de faire durant ces grandes vacances scolaires. Eh bien, si certains préfèrent des parcs d'attractions et des colonies, d'autres, notamment les filles, consacrent une partie de ces vacances à l'apprentissage de la cuisine. Elles cuisinent absolument tout, de la cuisine moderne et même des mets du terroir. Voyons tout cela dans ce reportage de David Soyo qui est allé à leur rencontre.
Commune de Yopougon, domicile de la famille Doumbia. La cuisinière du jour se nomme Mariama. Âgée de 12 ans, en classe de 5e, cette adolescente décide d'apprendre à cuisiner le tchèp. Un ragoût à base de riz, accompagné de légumes, de poissons ou de poulet. Un plat consommé par toutes les classes sociales. Sa mère, commerçante, a bâti sa réputation dans le quartier autour de ce mets. Les habitants du quartier disent que la maman prépare très bien. Donc, pour les vacances, j'ai décidé d'apprendre la cuisine. Autre famille, même motivation. Chez les Blés, c'est un menu du terroir BT que Reine, 14 ans, Benjamin de la famille, veut ajouter à ses connaissances. Elle le fait sous les consignes méticuleuses de sa petite maman. J'apprends à préparer la sauce claire aux champignons noirs, un peu d'aubergine, un peu de gombo. Nous, c'est normal qu'on lui apprenne à faire la cuisine. Sauce claire, peut-être après plat cali, sauce copelle, sauce jumelée, un peu de tout, mais on va aller doucement. De son côté, Mariama avance bien. Elle exécute les consignes de sa mère à cœur joie. Elle est d'autant plus assidue parce que ce menu, sa mère le commercialise afin de subvenir à ses frais scolaires. C'est les vacances, il faut qu'elle apprenne à faire le tchèp. Puisque c'est dans ça qu'on paye ses études. Elle a déjà mis l'assaisonnement, tout, c'est les légumes qu'elle est en train de mettre. Après ça, on va retirer les légumes et elle va mettre le riz. Ça me fait plaisir d'apprendre à cuisiner aujourd'hui. Je crois que ça sera près dans 30 minutes. Chez Reine, la sauce de champignons noirs commence à prendre forme. Plus que quelques minutes avant de servir. Je pense qu'ils vont apprécier ce que je suis en train de faire. 12 heures passées de 30 minutes. Le tchèp de Mariama et la sauce de champignons noirs de Reine sont prêts. Place à la dégustation. Pour un début, c'est déjà bon. Donc si on essaie de mettre un peu l'accent sur l'assaisonnement de la viande et autres, elle va s'améliorer. Je suis très surpris parce que c'est à peu près la même saveur que j'ai l'habitude de manger depuis tout petit. Tout c'est bon. Le piment est bon. Tout c'est bien fait. C'était doux, j'ai aimé. En tout cas, il n'y a rien à dire. Du tchèp de Mariama à la sauce de champignons noirs de Reine, c'est une journée riche de secrets culinaires vécue avec enthousiasme par ces jeunes adolescentes. J'ai pris du plaisir à préparer à côté de ma maman. D'ici la rentrée scolaire, je vais améliorer mon apprentissage. J'ai appris des mélanges et des petits secrets qu'elle mettait dans le tchèp. Aujourd'hui, je peux dire oui, j'ai appris à préparer le tchèp et je crois que je peux le faire toute seule. En attendant la prochaine rentrée scolaire, les deux apprentis cuisinières comptent bien ajouter 2 à 3 recettes à leur connaissance personnelle. Et tout naturellement, nous souhaitons beaucoup de courage à ces futurs cordons bleus, si elles ne le sont pas déjà. Direction le handball, dans la partie septentrionale du pays, et plus précisément à Palagadougou. Le village vient de sortir de l'obscurité après 10 années d'attente. Une connexion au réseau électrique national célébrée dans la ferveur par le peuple djimini. Ils ont saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, Kader Sogodougou. Palagadougou, localité du département de Dabakala dans la région du Hambol. Le village est connecté officiellement au réseau électrique national. Ainsi, la lumière est célébrée dans la ferveur. La fin donc d'une longue attente pour ce peuple djimini. Nous parcourons de longues distances pour aller à l'école. Et aujourd'hui, l'école est implantée dans le village. Cela a considérablement réduit le taux d'abandon, d'abord au niveau des enfants, qui ne trouvent plus de difficultés à marcher. Et puis aussi, le taux de réussite a augmenté parce que les enfants sont plus proches des parents qui, très souvent, les encouragent à étudier. Et aujourd'hui, avec l'acquisition de la lumière, je crois que les études sont devenues encore plus faciles parce que nous, en notre temps, nous avions des lentes tempêtes et parfois on manquait de pétrole, tout ça, c'était un handicap. Parrain de la cérémonie, le ministre conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly. Son représentant salue l'initiative du gouvernement qui consiste à doter les villages de plus de 500 âmes d'électricité. Dire à cette population de faire bon usage du courant, de s'abonner pour avoir des compteurs, de faire en sorte que ce courant puisse nous permettre d'engager des activités génératrices de revenus et leur dire de toujours continuer à faire confiance au président Alassane Ouattara. Et grâce à Dieu, nous allons faire face à toutes les préoccupations de cette brave population.
Occasion pour les autorités présentes de féliciter les meilleurs écoliers du village admis à l'entrée en 6e et en classe supérieure. Des kits didactiques ont été offerts par le parrain, le ministre Ali Koulibaly. Et nous sommes au terme d'une semaine particulièrement mouvementée en Afrique et ailleurs dans le monde. Revenons sur ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. C'est dans le 7 sur 7 avec Souleymane Donisangou. Au moins 23 civils ont été tués lundi dernier dans 3 villages du nord-est de la République démocratique du Congo. Les ADF, forces démocratiques alliées affiliées au groupe État islamique, sont soupçonnés d'avoir commis ce massacre parmi les habitants des villages de Lintombe, Kisanga et Matuna. Des unités de la Marine royale et des éléments chargés de la surveillance du littoral ont intercepté mardi dernier dans les eaux territoriales sud, entre Tantan et Dakhla, des embarcations de fortune ayant à bord un total de 190 candidats à la migration irrégulière, dont 11 femmes, tous sont subsahariens. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, à l'origine d'une rébellion avortée contre le Kremlin en juin dernier, figure sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé en Russie. Le chef du groupe paramilitaire, Wagner, est retrouvé mort dans ce crash près du village de Koujenkino, au nord-ouest de Moscou. Réunis en sommet à Johannesburg, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont entériné l'élargissement de leur groupe à 6 nouveaux pays, dont l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie à partir du 1er janvier 2024. Le 15e sommet du groupe des BRICS s'est achevé jeudi dernier. Face au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministère des Affaires étrangères du Niger pour un entretien, la junte au pouvoir a ordonné vendredi dernier le départ du diplomate français Sylvain Ité d'ici 48 heures. Paris estime que les putschistes n'ont pas autorité pour exiger le départ de l'ambassadeur de France du territoire. Au moins 11 soldats syriens ont été tués samedi dernier et 20 autres blessés lors d'une attaque d'envergure menée par 2 groupes djihadistes dans le nord-ouest du pays. Cette attaque intervient en réponse à des frappes russes mortelles sur la région de Djesser, Kougour, près d'Idleb, où de nombreux combattants du parti islamiste du Turkestan sont présents. Selon les résultats proclamés, Emmerson Mnangagwa a été réélu comme président au Zimbabwe. Il a recueilli 52,6% des suffrages contre 44% pour Nelson Chamisa, son principal rival, à la tête de la coalition des citoyens pour le changement, en abrégé le CCC. Orateur terne, le président de 80 ans est sorti victorieux d'un scrutin tendu, dont opposition et observateurs internationaux ont dénoncé quelques irrégularités. Ainsi va le monde. Nous arrivons au terme de ce journal. L'information revient à 6h30 sur RTI 1. Passez une excellente soirée. Restez sur la chaîne qui rassemble.